Une première forme de mondialisation. 1. Les nouveaux circuits du commerce. Avec les nouveaux empires coloniaux, le commerce s'intensifie et il met en relation l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. C'est le début de la première mondialisation. Les marchands portugais se rendent en Asie par la mer en faisant étape dans leur comptoir d'Afrique pour en rapporter des épices. Les navires marchands espagnols, les galions, vont chercher en Amérique des métaux précieux, or et argent, et des produits tropicaux. Ils les rapportent en long convoi 2 fois par an, protégés par la flotte royale, l'Armada. Les produits sont ensuite rapportés à Séville où les marchands doivent verser au roi 1/5 de la valeur de leurs marchandises. L'afflux d'or et d'argent entraîne une forte augmentation de la masse monétaire et des prix sur le continent européen. Au XVIe siècle, la République de Venise a développé un réseau d'ambassadeurs dans les différents pays d'Europe. Les rapports de ces ambassadeurs sont aujourd'hui une source précieuse pour les historiens. Voici l'extrait du rapport de l'ambassadeur Andrea Neraggero. Il décrit la ville de Séville 30 ans après la découverte de l'Amérique. En raison de sa situation, il s'en va tant d'hommes de Séville pour les Indes qui dépeuplent la ville et la laissent aux mains des femmes. On envoie aux Indes du blé et du vin, ainsi que des pourpoints, chemises, chausses et autres marchandises analogues et qui ne se fabriquent pas encore là-bas, ce qui permet de gros bénéfices. C'est à Séville, à la Casa de Contratación, qu'arrivent tous les produits qui viennent de ces régions, puisque les navires ne peuvent les décharger en aucun autre port. Lorsqu'arrivent les navires, ils rentrent beaucoup d'or à la Casa de Contratación, le 5e étant pour le roi. Le nouveau commerce favorise l'essor des ports de l'Atlantique. Séville, Lisbonne, mais aussi Anvers et Amsterdam qui redistribuent en Europe du Nord les produits qui arrivent dans les ports ibériques. Les ports méditerranéens, comme Venise ou Gênes, qui doivent passer par des intermédiaires musulmans pour se procurer des épices, commencent à décliner. 2. Le début de l'économie sucrière et de la traite atlantique. Au Brésil, à partir de 1550, à l'image de ce qui s'est fait dans les îles portugaises de Madère et de Sao Tomé, les Portugais créent de grandes plantations de canne à sucre, les Sesmarias. L'économie sucrière prend son essor après 1570, cycle du sucre. Comme il y a peu d'Amérindiens sur le littoral, les colons font venir des esclaves d'Afrique pour travailler dans les plantations. Le sucre produit et raffiné sur place est ensuite exporté en totalité à Lisbonne avant d'être redistribué dans toute l'Europe.
Au XVIe siècle, les Portugais sont presque les seuls à pratiquer la traite atlantique. Les navires négriers portugais échangent divers produits, armes, alcool, tissus, contre des esclaves du golfe de Guinée ou d'Angola. Ils vont ensuite les vendre dans l'Empire espagnol où ils ont obtenu l'assiento, le monopole de la vente des esclaves, et au Brésil. Avec l'essor de l'économie sucrière, les navires négriers sont de plus en plus nombreux à se rendre dans les ports brésiliens. Ils retournent ensuite à Lisbonne chargés de sucre et de produits tropicaux. C'est le début du trafic triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. La traite atlantique en droiture, c'est-à-dire directe entre le Brésil et l'Angola, prend de plus en plus d'importance au XVIIe siècle. Les esclaves transportés sont surtout des hommes, mais il y a aussi des femmes, des enfants. À cette époque, la traversée atlantique est souvent mortelle à cause des mauvais traitements et des maladies. Trois. Les progrès de la connaissance du monde. Avec les grandes découvertes, la connaissance du monde fait d'importants progrès. Les Européens découvrent un nouveau continent, de nouvelles routes maritimes, les civilisations amérindiennes. Ils font aussi la connaissance de nouvelles plantes et animaux, dont certains passent d'Amérique à l'Europe, pommes de terre, maïs, tomates, alors que d'autres passent d'Europe en Amérique, bœuf, mouton. Ils réalisent des cartes plus exactes. En Europe, les découvertes remettent en cause les opinions admises et entraînent un développement de l'esprit critique. Elles prouvent que le monde n'est pas figé et que l'homme est capable de grands progrès. C'était l'opinion universellement admise par les anciens que notre océan occidental ne faisait qu'un avec l'océan oriental des Indes, sans aucun continent interposé. Aristote notamment se range à cet avis en s'appuyant sur diverses analogies.
mais son opinion a été rejetée par les modernes et apparaît fausse par l'expérience. Une terre ignorée des anciens a été découverte de nos jours. Un autre monde, distinct de celui qu'ils ont connu, apparaît avec évidence. Il est plus grand que notre Europe, que l'Afrique et presque que l'Asie, si nous considérons activement son étendue. Cette terre, ou nouveau monde, nous avons parlé ci-dessus, forme un tout. Elle n'est rattachée ni à l'Asie ni à l'Afrique. De ceci nous avons la certitude. Peut-être touche-t-elle l'Europe, à la Norvège ou la Russie. J'espère que nous obtiendrons confirmation de tout ceci avec l'assistance de votre Majesté, afin que nous conduisions heureusement à leur fin ces travaux cosmographiques.